fréquente et qui pourrait être très grave. Encore une pathologie que l'on doit connaître, que l'on doit bien cerner pour mieux la prendre en charge. L'angiocolite aiguë. Donc, comment établir un diagnostic et quelle prise en charge à instaurer. Diapo suivante. Donc, pour cela, il faut savoir poser le diagnostic d'une angiocolite aiguë sous toutes ses formes. Cela impose une rapidité et une précision diagnostique. Il faut évaluer la gravité du tableau clinique et adapter une stratégie thérapeutique rapide et adéquate. L'angiocolite aiguë est définie par l'infection de la bile et des voies biliaires intra- et extra-hépatiques, vésicule biliaire exclue. Le plus souvent, ces voies biliaires sont dilatées. Cette dilatation est une conséquence d'un obstacle à l'écoulement de la bile. La lithiase en est le facteur le plus en cause. Néanmoins, la pathologie tumorale prend de plus en plus de place et d'autres pathologies doivent être évoquées, doivent être incriminées. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Donc, quelques notions doivent être retenues. Donc, la présence d'obstacles biliaires, l'infection systémique, le risque de passage systémique, l'infection systémique, la triade de Charcot, la classification pronostique des Tokyo Guidelines, c'est un élément qui a révolutionné la prise en charge de l'angiocolite aiguë. Aussi, il faut l'étiqueter comme une urgence médico-chirurgicale, c'est une prise en charge pluridisciplinaire et c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Il faut s'acharner à poser le diagnostic rapidement. L'intérêt majeur du drainage biliaire et de l'antibiothérapie. Enfin, il y a aussi la place de la chirurgie qui garde encore une place importante dans cette prise en charge. Les principales problématiques que cette pathologie pose, que l'on rencontre, sont la sévérité de cette atteinte. Cette affection, elle est en elle-même sévère et aussi elle est davantage aggravée par la présence de comorbidité, par sa survenue chez des patients dont les tares sont assez importantes. Elle garde cependant une mortalité très élevée, malgré une prise en charge de plus en plus codifiée, de plus en plus claire. Il y a les variations étiologiques, c'est un sérieux problème de diagnostic. Parce que diagnostiquer l'étiologie, reconnaître la cause, aiderait à un traitement radical et plus efficace. Une autre problématique, c'est que la classique triade de Charcot, qui était le tableau spécifique de l'angiocolite aiguë, n'est pas le tableau que l'on rencontre tout le temps. Cette triade est souvent absente. Pour cela, il faut reconnaître toutes les autres formes qui sont atypiques, qui diffèrent de cette forme-là de l'angiocolite aiguë. Pour cela, il y a des scores qui ont été établis pour essayer de ne pas passer à côté d'une angiocolite qui ne revêt pas le tableau classique. Puis, une autre problématique qui est le choix et la durée de l'antibiothérapie. L'angiocolite aiguë est une atteinte infectieuse importante avec un retentissement important. L'antibiothérapie reste un pilier majeur dans la prise en charge. La résistance aux antibiotiques donc, rend difficile cette prise en charge malheureusement. Voilà. Le délai du traitement endoscopique et la disponibilité d'un plateau technique de traitement endoscopique nous pose aussi un sérieux problème. C'est des moyens qui ne sont pas accessibles tout le temps, qui ne sont pas accessibles partout, ni en urgence. Cela entraverait notre attitude thérapeutique concernant l'angiocolite aiguë. Donc, comment reconnaître une angiocolite aiguë? Comment la reconnaître? Il faut savoir poser le diagnostic positif. Il faut aussi reconnaître toutes les formes, la forme classique, la forme typique et toutes les autres formes cliniques. Et il faut aussi, il est souhaitable d'en connaître l'étiologie en même temps que l'on pose le diagnostic en urgence. En 1877, Charcot a défini une triade éponyme, triade qui porte son nom. C'est la classique triade qui consiste en la survenue dans un ordre chronologique d'une douleur,
douleur de type biliaire, souvent c'est la fameuse colique hépatique, fièvre et un ictère cholestatique. L'ictère, généralement, vous avez un ictère qui est cutané, cutano-muqueux, avec, donc c'est un ictère cholestatique, c'est les selles décolorées, les urines foncées, les lésions de grattage, c'est un ictère témoignant d'un obstacle. Néanmoins, cet ictère, donc, il est présent que dans 60 à 70% des cas, il peut manquer. La fièvre également, si bien que souvent présente peut aussi ne pas être présente. Et la douleur reste un signe clinique qui est absent quand même dans 50% des cas. Pour cela, cette triade de Charcot garde une sensibilité qui est médiocre, malgré sa spécificité qui est importante. Donc, il est à noter que ce tableau clinique typique n'est présent que dans 22% des cas. Donc, vous pouvez comprendre que dans presque 80% des cas, le tableau clinique de l'angiocolique aiguë ne ressemble pas à ce que nous avons en tête, à cette classique triade de Charcot. Pour cela, il y a des signes, il y a des scores qui ont été établis, facilitant ainsi l'établissement d'un diagnostic positif. Nous allons y parvenir. Puis, après un examen clinique, l'étape suivante, c'est l'exploration biologique. Quels examens biologiques réaliser? Nous avons des prélèvements standards qui nous aideraient à établir le diagnostic d'une infection, d'une inflammation, mais aussi de détecter un retentissement fonctionnel sur tous les organes. Une quelconque défaillance d'organes peut aussi donc être révélée par un bilan standard. Il y a deux éléments importants qui sont indispensables à la prise en charge, c'est les hémocultures et les prélèvements de la bile. Ce sont des prélèvements indispensables au diagnostic positif et aussi à définir le germe responsable et adapter une meilleure antibiothérapie. Pour le bilan, pour les prélèvements sanguins standards, donc une polynucléose, une CRP positive sont témoins d'une inflammation importante. La cholestase, il faut rechercher la cholestase en présence d'ictère ou pas, il faut rechercher donc le taux de bilirubine, apprécier la fonction hépatique. Un retentissement rénal doit être également apprécié. Il faut savoir qu'il y a des formes qui ne se manifestent que par une défaillance de la fonction rénale. Il y a aussi des troubles de la crasse sanguine. Et s'il y a une perturbation, c'est un élément témoignant quand même d'une gravité de l'atteinte. Par la suite, il y a les hémocultures et les prélèvements de bile. Ce sont des éléments qui ont permis de définir les principaux germes en cause. Donc, les principaux germes en cause d'une angiocolite aiguë dans sa forme communautaire sont l'Escherichia coli et les Klebsiella. Les entérobactères productrices de bêta-lactamase peuvent aussi être incriminées. Cela dépend des régions, cela dépend de l'écologie locale. Quant aux germes multirésistants et pseudomonas, ils peuvent malheureusement être présents. Ils sont de mauvais pronostics et ils sont à rechercher, ils sont à viser, ils sont donc à rechercher en cas d'angiocolite sur prothèse biliaire. Donc seront donc ainsi des prélèvements indispensables. Après l'examen biologique, des examens morphologiques doivent être réalisés. Cela constitue quand même une clé du diagnostic. Les examens morphologiques, l'imagerie permet de confirmer la dilatation biliaire, permet aussi, dans la majeure partie des cas, d'objectiver, de confirmer l'obstacle et sa nature. Pour cela, un panel d'examens morphologiques est à notre disposition, à savoir une échographie abdominale, la TDM abdominale, la cholangio-IRM, la CPRE et l'écho-endoscopie. Ce sont des examens qui ont chacun son intérêt dans le diagnostic de l'angiocolite et de ses complications. L'échographie abdominale n'étant pas l'élément le plus performant pour le diagnostic, mais elle garde un intérêt du fait de son accessibilité et de son caractère non invasif. Elle peut objectiver des signes indirects témoignant d'une angiocolite, telle une dilatation des voies biliaires intrahépatiques, la présence de calculs au niveau de l'arbre biliaire,
Aussi, elle peut éliminer d'autres urgences abdominales ou objectiver quelques éléments indirects évocateurs d'une complication loco-régionale. Il y a des signes quand même échographiques faits par un radiologue performant et entraîné peut quand même objectiver quelques signes échographiques qui sont fortement évocateurs d'une angiocolite aiguë, telle dilatation, donc là en canon de fusil, des voies biliaires intra-hépatiques. C'est un signe qui est très évocateur. Cette échographie, donc, du fait que de sa performance qui est médiocre, nécessite toujours d'être complétée par d'autres examens complémentaires. C'est là que la cholangio-IRM trouve tout son intérêt. C'est un examen qui n'est pas invasif, qui a le meilleur rendement diagnostique. Il permet d'avoir une cartographie biliaire, d'examiner, d'analyser tout l'arbre biliaire. Il a un grand intérêt donc, pour définir et l'obstacle et la dilatation en amont. Néanmoins, c'est un examen limité par son accessibilité en urgence. Ce n'est pas toutes les structures qui ont accès à une cholangio-IRM à minuit ou à 22 h lors d'une garde, malheureusement. Donc voilà quelques images, quelques belles images. J'ai sélectionné ces deux images donc, pour mieux témoigner de l'intérêt de la cholangio-IRM. À gauche, on voit une opacification de tout l'arbre biliaire avec une dilatation des voies biliaires donc, intra- et extra-hépatiques en amont d'un obstacle organique. Cette image réalise l'aspect de l'arbre mort. C'est la cholangite sclérosante. Donc, il y a un rétrécissement distal. Donc l'intérêt diagnostique il est majeur. Sur l'image de droite, c'est une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques, dilatation kystique importante lors de la maladie de Caroli. La TDM abdominale. La TDM abdominale n'est pas le meilleur examen à prescrire pour explorer l'arbre biliaire. Néanmoins, du fait que c'est l'examen le plus accessible, et elle garde quand même un intérêt qui est important. C'est un examen qui permet d'éliminer d'autres étiologies, d'autres urgences abdominales. Donc, elle est plus accessible, elle permet également de diagnostiquer certaines complications telles les abcès. Sur cette image, c'est une coupe tomodensitométrique qui objective une dilatation très importante des voies biliaires. La TDM trouve aussi donc, son intérêt pour un diagnostic d'un kystidatique flétri. Il est à noter que les kystidatiques restent aussi une étiologie quand même, qui est assez fréquente, qui est en cause de l'angiocolite aiguë. On peut également, sur un bon cliché, un bon examen tomodensitométrique, objectiver la dilatation des voies biliaires intra-hépatiques. Voilà, donc dilatation. Sur l'autre cliché, on peut voir des abcès intra-hépatiques témoignant d'une angiocolite avec retentissement, retentissement loco-régional. Puis il y a la CPRE, la cholangiopancréatéchographie rétrograde endoscopique, couplée ou pas à l'écho-endoscopie. C'est un examen qui est très performant. Et, néanmoins, elle est invasive. Diapo suivante, s'il vous plaît. C'est une attitude qui est invasive mais performante. Elle permet une opacification rétrograde de l'arbre biliaire et objectiver le type d'obstacle et la dilatation. La CPRE permet aussi un geste thérapeutique, un geste à visée thérapeutique. Pour réaliser des sphinctérotomies et aussi quand il s'agit d'origine lithiasique, ça permet l'ablation, d'enlever des calculs et de permettre à la bile de s'écouler. Néanmoins, ce n'est pas l'examen que l'on propose d'emblée, c'est un examen invasif qu'on garde en deuxième intention. Donc, le tableau typique n'existe que dans 22% des cas. Et de la forme minime anictérique au choc septique, l'angiocolite revêt plusieurs aspects, rendant ainsi le diagnostic plus difficile. Donc il y a un score diagnostique qui a été établi lors de la réunion Tokyo 2007, réactualisé en 2013-2018. Il permet, grâce à des éléments cliniques, biologiques et radiologiques, de poser le diagnostic positif d'une angiocolite aiguë. Il a une spécificité, une sensibilité élevée. Donc ce score se base sur des critères A, B, C. Les critères d'inflammation systémique, la cholestase
et l'imagerie. Les critères d'inflammation sont définis par la présence de fièvre ou de frissons ou un syndrome inflammatoire biologique, donc hyperleucocytose, leucopénie ou une CRP élevée. La cholestase, pardon, elle est définie par la présence d'ictère ou anomalie du bilan hépatique. Vous voyez que même en l'absence d'ictère, on peut évoquer ce diagnostic. Puis, à l'imagerie, il y a deux éléments à prendre en considération, c'est la dilatation des voies biliaires et la preuve d'un obstacle à l'imagerie. Donc, la présence d'un item A plus B ou C, donc un élément du groupe A et un élément du groupe B ou C est un diagnostic fortement suspecté. Donc, il nous permet de suspecter fortement une angiocolite aiguë. Si on a un critère A, donc soit fièvre, soit syndrome, l'un ou l'autre, l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Un critère B, ictère, ou même en absence d'ictère. Et un critère C, si on a 1, 2, 3 critères, un critère de chacun, c'est un diagnostic certain d'angiocolite aiguë. Donc vous pouvez voir, même en l'absence d'ictère, même en l'absence de fièvre, même en l'absence de dilatation des voies biliaires, on peut avoir une combinaison qui confirme le diagnostic d'angiocolite aiguë. Puis, l'angiocolite est une conséquence d'un obstacle biliaire dans 60% des cas. Mais l'origine néoplasique gagne du terrain. Il y a aussi d'autres étiologies. Quelles sont ces étiologies à évoquer? Et comment y parvenir sans retarder la prise en charge? Il est idéal de poser le diagnostic étiologique, mais il ne faut pas que cela retarde la prise en charge thérapeutique. Voici un tableau résumant les étiologies des angiocolites. Nous allons citer quelques-unes. Bon, la lithiase biliaire reste le diagnostic le plus fréquent. Les sténoses tumorales, donc les sténoses malignes, les néoplasies de la voie biliaire principale, du pancréas, duodénal, toutes les tumeurs périampulaires. On peut avoir des sténoses bénignes, telles que des sténoses postchirurgicales, après un traumatisme biliaire et des cholangites sclérosantes. On peut avoir des anomalies congénitales, telles la dilatation kystique du cholédoque ou la maladie de Caroli, ou voire même des parasitoses. On cite le kystidatique, rompu dans les voies biliaires principales. Donc, plusieurs étiologies sont incriminées à des degrés différents dans la survenue de l'angiocolite aiguë. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, l'obstacle peut être en intra-hépatique, peut-être au niveau du cholédoque, peut-être dans sa portion rétropancréatique, la portion rétropancréatique du cholédoque. Il peut aussi être extra-biliaire, tumoral, métastase, adénopathie, une compression extrinsèque, peut-être aussi incriminée. Voilà, là c'est un exemple de membrane proligère et de vésicule fine. C'est ce produit que l'on retrouve dans une voie biliaire après rupture d'un kyste hydatique, par exemple. Voilà, il y a sur ces images, là c'est une échographie qui objective les différents stades d'un kyste hydatique. Et là c'est une cholangio-IRM avec une dilatation kystique des voies biliaires intra-hépatiques qui est très importante. Pourquoi j'ai mis ces images? C'est pour, donc sans transition, parler des moyens diagnostiques de ces différentes étiologies. Oui, nous avons dit qu'il faut poser le diagnostic étiologique, mais rapidement. Quand et comment? C'est quasiment les mêmes examens complémentaires à visée diagnostic positif qui sont utiles pour un diagnostic étiologique. Cela, donc, ça a un intérêt important. Ça permet de poser diagnostic positif. Donc, la TDM, la cholangio-IRM, la CPRE, l'endoscopie permettent un diagnostic positif et un diagnostic étiologique. Une fois le diagnostic positif établi, il y a un score pronostic. C'est un score établi par la réunion d'experts de Tokyo en 2003, puis actualisé en 2013 et 2018. Il permet de prédire la gravité. Il se base sur des éléments cliniques et biologiques et aussi sur le terrain, notamment l'âge. Il présente 3 grades de sévérité. La mortalité, elle est croissante en fonction des grades. Néanmoins, ce score présente certaines limites en matière d'angiocolite. Donc, la présence de néoplasie, la présence d'obstacles intra-hépatiques
et la présence d'une angiocolite sur prothèse biliaire sont à eux-mêmes, à eux seuls, un facteur de mauvais pronostic, quel que soit le retentissement, quel que soit le degré de gravité de la maladie. La présence de ces critères-là constitue déjà une forme d'emblée de mauvais pronostic. Ce score donc est établi selon des critères cliniques biologiques. Il y a 3 grades de gravité, de gravité différentes. Le grade 1, c'est léger, c'est une forme légère, sans aucun signe de défaillance ou de gravité. Le grade 2, c'est une angiocolite modérée, c'est un tableau modéré. Il nécessite la présence d'au moins 2 critères de ces critères suivants. Fièvre, plus de 39 degrés, l'âge supérieur à 75 ans, un taux de bilirubine élevé et une hypoalbuminémie. S'il y a 2 de ces critères, le tableau est déjà classé comme modéré. Concernant le grade 3, comme pour la cholécystite aiguë, c'est le grade sévère, c'est la dysfonction d'organes. Donc une dysfonction cardiovasculaire, troubles neurologiques, détresse respiratoire, troubles de la fonction rénale, une dysfonction hépatique, un INR supérieur à 1,5, dysfonction hématologique, une thrombopénie. Ceux-là, la leucopénie et l'hyperleucocytose sont dans le grade 2A. Pardon, d'accord. Mais la présence d'un seul critère témoignant d'une défaillance d'organes suffit pour classer le tableau d'angiocolite comme d'emblée sévère. Quelle attitude thérapeutique avoir en urgence? L'angiocolite aiguë est une urgence thérapeutique. Ses objectifs s'articulent autour de la nécessité, il est impératif de contrôler l'infection, de drainer la bile et idéalement de traiter la cause. Pas l'un sans l'autre. Traiter l'infection et drainer la bile sont des éléments qui doivent être concomitants. Donc les moyens thérapeutiques dont nous disposons sont les moyens médicaux, instrumentaux et chirurgicaux. Les moyens médicaux sont surtout les mesures de réanimation chez une forme grave ou une forme à potentiel d'aggravation et évidemment l'antibiothérapie. Le drainage endoscopique ou le traitement instrumentaux, c'est le drainage endoscopique ou le drainage radiologique percutané. C'est drainer ce qu'il y a à l'intérieur des voies biliaires, la bile infectée, la drainer à l'extérieur. Et vient la chirurgie trouve son intérêt dans le drainage biliaire, quand on ne peut pas le réaliser par voie instrumentale, et dans le traitement de la cause. Donc, traitement médical, mesure de réanimation, fonction de grade de sévérité et des morbidités, antibiothérapie, pardon. Elle est d'abord probabiliste, elle doit être instaurée par voie intraveineuse en urgence. Donc, les mesures de réanimation sont la réhydratation, réexpansion volimique, correction des troubles hydroélectrolytiques, si nécessité, drogue vasoactive, antibiothérapie, vitamine K, inhibiteur de pompe à proton, des antalgiques et des antipyrétiques, anticoagulants, antiémétiques si nécessité, et voire même épuration extra-rénale devant une insuffisance rénale importante, avec retentissement. Voici un tableau récapitulatif de quelle antibiothérapie est instaurée. Voici un tableau récapitulant toutes les molécules, donc selon les recommandations de l'ASFAR 2004, de l'IDSA 2010 et des Tokyo Guidelines 2018. Pour vous épargner de lire tout ça, d'ailleurs c'est pas très lisible, donc diapo suivante, les notions importantes à retenir de cela. L'antibiothérapie en urgence doit se faire par voie parentérale. Elle est urgente et probabiliste. Elle doit être adaptée à l'écologie locale, puis réajustée. Il faut prendre en considération le degré de gravité et les comorbidités. Le terrain est très important, c'est un facteur pronostic. Les formes communautaires. Pour les formes communautaires, céphalosporine de 3e génération, telles la céfotaxime et les céphtrioxone, c'est les molécules à introduire. Si présence d'une anastomose biliodigestive, si c'est une angiocolite qui survient sur une anastomose biliodigestive, il faut associer donc aux céphalosporines un anti-anaérobie. Donc ça sera une double antibiothérapie.
Il faut cibler les entérocoques en cas d'immunodépression ou contexte nosocomial. Donc, si c'est une infection nosocomiale ou patient immunodéprimé, les entérocoques pourraient être en cause de cette infection. Si forme associée aux soins, prothèse biliaire ou contexte nosocomial, il faut associer aux céphalosporines une molécule à large spectre. Il faut noter que la présence de prothèse biliaire est un facteur de greffe de germes multirésistants, qui est en elle-même une infection de très très mauvais pronostic. Voilà un exemple d'une association, donc piperacilline, tazobactam, vancomycine, ou une association ou pas d'un anti-anaérobie si la présence d'une anastomose biliodigestive. Voici ensemble quelle molécule donner en fonction du contexte et du germe à cibler. Là, c'est pour qu'on le retienne, c'est très important de retenir ça parce que c'est le médecin qui accueille le patient qui va instaurer l'antibiothérapie. C'est le médecin à la périphérie, le médecin qui est au sud, le cabinard, le médecin qui est de garde à toute heure. D'accord, ça doit être à la connaissance de tout jeune médecin qui accueille un patient présentant une angiocolite. Donc, quelle est la durée de ce traitement? Selon les Tokyo Guidelines, la durée de l'antibiothérapie pour une angiocolite aiguë est de 4 à 7 jours. Il n'est pas nécessaire de prolonger au-delà, sauf si entérocoque et streptocoque incriminés, cette durée elle s'étend jusqu'à 15 jours. L'antibiothérapie n'est généralement pas poursuivie au-delà de 5 jours après un drainage biliaire efficace. Un drainage biliaire est censé neutraliser l'infection, drainer ce qui est infecté. En présence d'abcès hépatique, cette antibiothérapie peut se prolonger jusqu'à 4 à 6 semaines. Par ailleurs, la présence d'une anastomose biliodigestive, donc une angiocolite sur anastomose biliodigestive, sans dilatation ni sténose, ne nécessite pas une antibiothérapie au-delà de 3 jours. Sans signe de gravité, l'anastomose biliodigestive est une entité à part, c'est ce qu'on appelle l'angiocolite montée, elle diffère un petit peu donc elle est de gravité moindre, donc même le traitement il reste différent des autres tableaux d'angiocolite aiguë. Le V, maintenant, après le traitement médical, l'antibiothérapie, c'est l'objectif thérapeutique, c'est lever l'obstacle biliaire. La référence actuelle est le drainage biliaire transpapillaire au décours du CPIRE. Donc suivi ou pas de la mise en place d'un drain, d'un stent ou d'une sphinctérotomie. C'est le drainage endoscopique, c'est la référence. Donc c'est une attitude fondamentale, permet de drainer la bile infectée. Sinon, il y a le drainage percutané, transhépatique, qui peut également être proposé dans certains contextes. Viendra le drainage chirurgical. Le drainage chirurgical reste invasif, reste délicat. La chirurgie intervient sur des structures inflammées fragiles. Donc, en présence d'un plateau technique adéquat, la chirurgie reste un dernier recours. Néanmoins, elle est toujours d'actualité. Voilà, donc cathétériser la papille, aborder donc, par voie rétrograde et faire une sphinctérotomie pour permettre l'écoulement de l'air. En pratique maintenant, qu'est-ce que nous allons faire devant chaque tableau clinique? Si nous sommes devant une angiocolite d'origine lithiasique, avec un grade 1 léger ou grade 2 modéré, l'indication est extraire les calculs. Par quel moyen? Par une sphinctérotomie endoscopique. Ça permet de drainer la bile et lever l'obstacle. Si échec ou présence d'une lithiase résiduelle, on peut proposer un autre abord endoscopique, mise en place d'une prothèse ou d'un drain nasobiliaire. Le drain nasobiliaire, c'est l'attitude un peu des Asiatiques. D'accord. Les Européens préfèrent mettre un stent. Si vésicule lithiasique en place, toujours chez ce patient, donc après traitement endoscopique, il faut envisager une cholécystectomie en urgence. Il faut enlever l'origine de ce calcul. Tant que la vésicule est en place, il y aura toujours des calculs qui pourraient causer des dégâts. Si nous sommes devant un tableau d'angiocolite non lithiasique, généralement c'est tumoral. Donc il faut réaliser une sphinctérotomie et mise en place d'une endoprothèse. Mise en place d'une prothèse pour élargir le canal biliaire, la voie biliaire principale, et permettre l'écoulement de la bile. Si échec de ce traitement, nous pouvons proposer un drainage percutané, transcutané, transhépatique.
Le délai du traitement endoscopique. Quand traiter? Quand proposer cette attitude endoscopique? Donc pour le grade A, on propose un drainage endoscopique si non-réponse au traitement antibiotique dans les premières heures. Pour le grade B, qui est quand même une forme modérée, il faut que ce drainage soit précoce pour éviter une aggravation. Pour le grade C, il faut le faire entre la 12e et la 24e heure. C'est une urgence de drainage extrême. Il faut le faire le plus tôt possible. Le traitement chirurgical qui n'est plus, malheureusement, qui n'est plus la référence, mais qui est toujours la pratique courante chez nous. C'est la seule arme thérapeutique dont nous disposons. Aucune structure ne dispose d'une épendoscopie ou d'une sphinctérotomie en urgence. Donc la chirurgie garde quand même, malgré son côté invasif, elle garde son intérêt dans la non-disponibilité de plateaux techniques, devant des signes, des tableaux compliqués, des péritonites, des abcès. Elle a un intérêt important dans le traitement de la cause, que ce soit cause biliaire, néoplasique ou bénigne. D'accord. Elle est quand même rendue difficile du fait que des difficultés locales, des conditions locales péropératoires. La chirurgie, d'abord, c'est la parotomie ou la paroscopie. La laparoscopie chez un chirurgien entraîné, il y a eu des difficultés opératoires. Les temps importants quand il s'agit d'une lithiase biliaire, quand il s'agit d'une angiocolite d'origine biliaire, les temps importants sont d'abord une exploration, une cholécystectomie, puis il faut essayer d'extraire, il faut extraire ces calculs qui sont enclavés dans la voie biliaire. Néanmoins, avant d'extraire ces calculs, il faut explorer la voie biliaire. Comment l'explorer? Il faut l'opacifier. Il y a une radio qui doit se faire en péropératoire, c'est la cholangiographie péropératoire. Voilà, se fait soit en introduisant un drain transcystique ou dans le cholédoque. Opacifier pour vérifier qu'on a enlevé tous les obstacles. Il ne faut pas faire les choses à moitié. D'accord? Il faut aussi fermer sur un drainage externe. D'accord, c'est un milieu qui est inflammatoire, qui est surinfecté, donc il faut drainer la bile et permettre une cicatrisation dirigée. Ce drainage se fait aussi par un drain transcystique, comme on peut le voir ici, ou par un drain de Kerr, le drain hanté qu'on met dans la voie biliaire, dans le cholédoque. Voilà, donc voilà, c'est un drain de Kerr qui est posé. Voilà, le drain de Kerr, il est comme ça. On le met à l'intérieur de la voie biliaire principale, à l'intérieur du cholédoque, permet et de drainer, de soulager et de permettre une cicatrisation lente et sûre. Voilà, le drainage donc se fait comme ça. Il peut également se faire par une dérivation biliodigestive, chose qui est difficile en cas d'infection ou d'inflammation importante. Les indications de la chirurgie donc sont la complication. D'emblée, la chirurgie doit être instaurée d'emblée, mais aussi pour un grade A, on peut proposer la chirurgie après une sphinctérotomie pour une cholécystectomie. Si absence de sphinctérotomie, si absence de plateau technique, c'est la chirurgie, traiter la cause et la conséquence en même temps. Il en est de même pour le grade B. Concernant le grade C, ce sont des patients qui sont inopérables généralement, qui sont en défaillance d'organes. Il faut proposer le geste le moins invasif. La chirurgie, malheureusement, aggraverait l'état du patient et se limiterait à un geste de drainage. Suivant. Voilà, donc intérêt dans le traitement de l'étiologie, comme nous l'avons cité précédemment. L'évolution pronostique, il y a certains éléments, malheureusement, outre le grade C, le grade 3, il y a des éléments qui sont d'emblée de mauvais pronostics. La mortalité peut survenir sur une angiocolite jusqu'au 30e jour d'évolution. Donc le patient n'est pas tiré d'affaire au bout de 24 à 48 heures, d'où l'intérêt d'une surveillance importante en milieu hospitalier. La présence d'une dysfonction d'organes, d'une hypoalbuminémie, d'une hyperbilirubinémie, d'un obstacle intrahépatique d'une origine tumorale, l'association d'une pancréatite aiguë, l'installation d'un choc septique ou la présence d'abcès périvésiculaires autour de l'arbre biliaire sont à eux, l'un de ces critères, la présence d'un de ces critères est déjà un facteur prédictif d'une mauvaise évolution, voire même du décès du malade. D'où l'intérêt d'une hospitalisation et d'instaurer un traitement rapide. Je vous remercie. Je pense qu'on a fait